Professeur Romary, pour ces gentillesses. Permettez-moi tout d'abord de remercier le professeur Saïd Chraibi de m'avoir confié cette tâche et surtout de le féliciter et de féliciter à travers lui tous les membres du bureau de l'AMCAR qui, grâce à un effort soutenu et malgré une conjoncture difficile, ils nous ont offert une année extrêmement riche en formation continue. Ceci étant dit, la relation cœur-thyroïde, c'est une longue histoire d'amour, hein, puisque les premières mentions sont faites par le médecin britannique Perry, un médecin gallois, qui, fin 18e siècle, début 19e siècle, le premier a évoqué des connexions entre le cœur et la thyroïde. Pour traiter de ce sujet, nous avons adopté le plan suivant, qui est un sujet vaste, donc nous avons dû faire quelques choix. Nous allons parler dans un premier temps de l'effet des hormones thyroïdiennes sur le système cardiovasculaire, puis de l'effet des pathologies thyroïdiennes sur le cœur, après l'effet des pathologies cardiaques sur les hormones thyroïdiennes. Bien sûr, nous allons réserver tout un chapitre pour l'effet de l'amiodarone sur la thyroïde, pour terminer avec des recommandations. Juste en guise de rappel, la glande thyroïde n'est pas une glande vitale, mais c'est une glande qui intervient dans différents systèmes et dans différents organes à travers ces deux hormones effectrices, la T4 et la T3, l'hormone active étant la T3. Une faible partie de T3 vient directement de la sécrétion de la thyroïde. Une grande partie est due à une transformation de la T4 en T3 par la d'iododinase. La thyroïde est régulée par l'hypophyse à travers la TSH, qui va un petit peu réguler le fonctionnement de cette glande, et l'hypophyse lui-même étant régulé par la TRH. Juste toujours dans le thème rappel, l'exploration des hormones thyroïdiennes démarre toujours par un dosage de la TSH, c'est-à-dire l'hormone régulatrice. Quand elle est normale, on ne s'arrête pas là, il faut toujours faire un dosage de la T3. Quand la T3 est normale, donc on est dans une situation normale de thyroïdie. Quand la TSH normale et la T3 est négative, on est plutôt dans le syndrome de T3 basse. C'est une pathologie à part entière. Quand la TSH est basse avec des hormones thyroïdiennes très élevées, on est dans l'hyperthyroïdie normale. Et quand la TSH est basse avec un taux de T4 et T3 normal, on est plutôt dans l'hyperthyroïdie dite fruste. À l'inverse, quand la TSH est basse avec un taux de T4 qui est la TSH est élevée et un taux de T4 est bas, on est dans l'hypothyroïdie clinique. Et quand la TSH est haute avec un taux de T4 normal, on est plutôt dans le cas de figure d'hypothyroïdie fruste. L'action des hormones thyroïdiennes, particulièrement la T3 sur le cœur, passe par deux voies. Une voie génomique, où elle va intervenir dans la régulation positive et aussi négative de l'expression d'un certain nombre de gènes cardiaques qui sont impliqués dans la formation de la myosine, dans la contractilité. Il va aussi être de façon directe de l'action de la T3 sur les cardiomyocytes, sur notamment les canaux ioniques sodium-calcium de la membrane du cardiomyocyte. Quand il existe une majoration des hormones thyroïdiennes, ça va se manifester essentiellement par une hypertrophie du myocarde qui est due, entre autres, sur l'effet à l'effet direct de la T3 sur les cardiomyocytes et aussi sur l'augmentation du post-charge et de l'après-charge. Quand il existe une majoration des hormones thyroïdiennes, le tableau clinique ressemble vraiment à une hyperexcitation adrénergique. Le dosage des taux de catécholamine circulant étant normal, ce tableau d'hyperexcitation adrénergique est dû plus à une stimulation de la synthèse des récepteurs bêta-1 adrénergiques des catécholamines membranaires et aussi à une augmentation de la synthèse des médiateurs intracellulaires de ces récepteurs. L'effet des hormones thyroïdiennes sur la pression pulmonaire, quand on est dans le cas de l'hyperthyroïdie, il existe une véritable augmentation de la rigidité artérielle, ce qui va engendrer une HTA plutôt de type systolique
et surtout une pression pulsée augmentée, donc une différence entre la diastolique et la systolique qui sont élevées. À l'inverse, au cours de l'hypothyroïdie, on a prouvé l'existence d'une véritable dysfonction endothéliale et une dysfonction diastolique du cœur, les deux phénomènes étant à l'origine d'une HTA plutôt de type diastolique. Le reste des effets hémodynamiques des hormones thyroïdiennes sur le cœur, en cas d'hyperthyroïdie, on assiste à une baisse des résistances vasculaires périphériques. À l'inverse, dans l'hypothyroïdie, il y a une augmentation de ces résistances. Il y a une augmentation de la volémie sanguine dans l'hyperthyroïdie alors qu'il y a une baisse de la volémie. Tout cela va engendrer une augmentation du débit cardiaque dans l'hyperthyroïdie contre une baisse de débit cardiaque dans l'hypothyroïdie. Quant à la fonction diastolique spécifique, on a un allongement du temps de relaxation isovolumétrique dans les hypothyroïdies contre un raccourcissement de ce temps de relaxation isovolumétrique dans l'hyperthyroïdie, donc augmentation des pressions de remplissage dans l'hypo et diminution des pressions de remplissage dans l'hyper. La baisse des hormones thyroïdiennes va s'accompagner d'une diminution de la clearance du LDL cholestérol par le foie, la diminution du catabolisme du cholestérol dans la bile. Ces deux phénomènes vont engendrer une augmentation du taux de LDL circulant et du taux de apolipoprotéine B. Ainsi, 90% des malades hypothyroïdes présentent des dyslipidémies et de l'autre côté, la prévalence de l'hypothyroïdie chez les malades qui présentent une dyslipidémie avoisine les 2%. Pour un petit peu résumer la situation, la dyslipidémie est présente dans l'hypothyroïdie alors qu'elle est modérée dans l'hyperthyroïdie. Il existe une HTA plutôt de type systolique et augmentation de la pression pulsée dans l'hyperthyroïdie contre une HTA de type diastolique dans l'hypothyroïdie. Il existe une dysfonction endothéliale confirmée au niveau dans le cas de l'hypothyroïdie contre une augmentation de la rigidité artérielle dans les hyperthyroïdies avec augmentation de l'épaisseur intime immédiate des carotides. Il existerait une augmentation du taux de fibrinogène et des facteurs coagulants au cours des hyperthyroïdies sans effet particulièrement démontré en cas d'hypothyroïdie. Tout cela aboutit à un risque d'arythmie et de tachycardie dans les hyperthyroïdies et une augmentation du débit cardiaque contre une dysfonction diastolique et une insuffisance cardiaque plutôt de type diastolique dans les hypothyroïdies. Tous ces phénomènes combinés vont interagir et peuvent engendrer une hypertension artérielle soit de type systolique ou diastolique, soit ils peuvent aussi intervenir dans la genèse de l'athérosclérose et la formation de caillots sanguins de thrombogénèse intravasculaire. On attaque maintenant l'effet des pathologies thyroïdiennes sur le cœur. Alors, les étiologies de l'hyperthyroïdie ont été séparées par certains auteurs en deux groupes. Un groupe avec hyperfixation de l'iode radioactif et un groupe avec une diminution de la fixation. Le groupe avec hyperfixation est dominé par la maladie de base d'eau et le goitre multinodulaire et l'adénome toxique, alors que l'hyperthyroïdie sans hyperfixation de l'iode est dominée par les thyroïdites aigus et certains phénomènes métastasiques. Comme on a vu, l'effet des hormones thyroïdiennes est caractérisé par une augmentation de la fréquence cardiaque, de l'inotropisme cardiaque, de la pression systolique, du débit cardiaque et de la consommation en oxygène du myocarde. Par contre, elle est caractérisée par une réduction des résistances vasculaires périphériques systémiques et une diminution de la pression diastolique. La présentation clinique des hyperthyroïdies est dominée par les symptômes cardiovasculaires, puisque le premier symptôme rapporté par la majorité des patients est une palpitation. Et quand on examine ces patients, ils ont souvent une fréquence très élevée qui dépasse les 90 cycles par minute au repos et qui s'exagère à l'effort. Et beaucoup de patients aussi rapportent une notion de dyspnée et une intolérance à l'exercice physique. Une grande partie des patients aussi accusent des douleurs thoraciques de type angineux, ce qui engendre plusieurs fois des explorations coronarographiques, lesquelles coronarographies sont très souvent négatives, ils ne montrent pas de sténose aortique et on attribue souvent ces phénomènes angineux à des angores spastiques.
on a aussi rapporté de véritables phénomènes ischémiques cérébrales chez ces malades hypothyroïdiques. On en arrive à la CFA. C'est un phénomène dont la prévalence varie de 2 à 20% selon les études de les séries. Cette prévalence de la CFA au cours de l'hyperthyroïdie augmente avec l'âge pour frôler les 15% chez les personnes âgées de plus de 70 ans. Dans un registre danois qui a porté sur plus de 40 000 patients, cette prévalence a été estimée à 8,3%. Le facteur de risque de survenue d'ACFA sont comme les autres facteurs pour les autres ACFA, à savoir le sexe masculin, l'existence d'une cardiopathie sous-jacente, qu'elle soit ischémique, valvulaire ou hypertrophique. Il faut dire aussi que la CFA survient non seulement dans des hyperthyroïdies normales, mais aussi dans les hyperthyroïdies frustes. Et quand on explore systématiquement les malades qui présentent une ACFA, la prévalence de l'hyperthyroïdie est quand même faible, inférieure à 1%. Mais le fait qu'il s'agisse d'une étiologie accessible au traitement et curable justifie largement le recours systématique à l'exploration thyroïdienne dans les premiers épisodes d'ACFA. La prise en charge thérapeutique de l'ACFA au cours de l'hyperthyroïdie doit obligatoirement comprendre des bêta-bloqueurs et notamment des bêta-bloqueurs non cardiosélectifs s'il n'existe pas de contre-indication. Cette prise en charge passe d'abord par une restauration rapide d'un état de thyroïdie, donc un traitement de cette hyperthyroïdie elle-même, et l'utilisation des digitaliques au cours de la CFA des hyperthyroïdies est caractérisée par une baisse d'efficacité parce qu'il existe une augmentation de la clearance des digitaliques et une diminution de la sensibilité des cellules myocardiques digitaliques, et on est obligé très souvent dans ces situations d'utiliser de fortes doses de digitaliques. Il faut aussi éviter d'utiliser les inhibiteurs calciques, d'autant plus qu'il s'agit d'inhibiteurs calciques par voie veineuse, parce que c'est des médicaments qui vont encore aggraver la baisse des résistances périphériques, qui peut générer des hypotensions, voire des collapsus. Dans la majorité des cas, rien que le fait de retrouver un état de thyroïdie permet de retrouver un rythme sinusal dans les 2 à 3 mois qui suivent cette restauration de la fonction thyroïdienne. Mais parfois, notamment chez le sujet âgé, malgré la restauration d'un état de thyroïdie, il peut persister une hyperthyroïdie clinique et biologique. Et là, on aura droit à on peut avoir recours à une cardioversion clinique, médicamenteuse ou électrique. Dans la majorité des cas, quand on arrive à réduire la CFA, le rythme sinusal est maintenu et il est conseillé d'utiliser le disopyramide pour la prévention des rechutes d'ACFA. Le risque embolique des ACFA au cours des hyperthyroïdies n'est pas chiffré. Il n'existe pas de publication qui permet de chiffrer exactement ce risque. Ce risque paraît lié essentiellement à l'âge. Les personnes les plus âgées sont les plus à risque. Toutes les publications ont démontré une nette prédominance des effets bénéfiques des anticoagulations par rapport à leur risque hémorragique. Ceci dit, chez les sujets jeunes, sans grand facteur de risque de thrombogénèse, on peut discuter l'utilité de ces traitements anticoagulants. On peut toujours recourir à nos scores classiques que nous utilisons, le score de thrombogénèse SATS-WASP ou le score d'hémorragie HAS-BLEED. Il faut aussi savoir que l'aspirine peut construire une véritable alternative à ces traitements anticoagulants. On a vu que les états d'hyperthyroïdie sont accompagnés d'une HTA systolique, d'une augmentation de la volémie, d'une augmentation du tonus sympathique, du débit cardiaque et un effet toxique sur les cellules cardiaques. Tout ça combiné à la survenue parfois d'ACFA va conduire à la création d'un état d'insuffisance cardiaque. Cette insuffisance cardiaque est dite à haut débit. Les facteurs de risque de survenue d'insuffisance cardiaque au cours de l'hyperthyroïdie sont une tachycardie importante ou une ACFA. On peut voir aussi parfois l'existence de prolapsus mitral, notamment dans la maladie de Basedow ou la maladie d'Hashimoto. La prise en charge thérapeutique des insuffisances cardiaques au cours des hyperthyroïdies revient à la prise en charge de toutes les insuffisances cardiaques, avec la particularité ici qu'il faut recourir aux bêta-bloqueurs et parfois à l'iode radioactif pour la prise en charge de l'hyperthyroïdie. Plusieurs observations et plusieurs séries ont rapporté une augmentation de l'HTAP au cours de l'hyperthyroïdisme. Cet HTAP est expliqué par l'augmentation du débit cardiaque sans baisse
des résistances pulmonaires. Certains auteurs aussi ont évoqué une étiologie commune pour les phénomènes auto-immunes qui existent dans les HTAP primitives et certaines formes de thyroïdite. Une mention spéciale pour la maladie de Moyamoya, ce sont des personnes qui présentent un AVC sur des occlusions distales de la carotide interne. Ces patients, le fait de prendre en charge activement ces patients sur le plan thyroïdien réduit significativement le taux de rechute de récidive d'AVC, ce qui doit impliquer l'exploration systématique des hormones thyroïdiennes au cours des AVC. On en arrive aux hypothyroïdies cliniques classiques. Les étiologies sont diverses et variées, dominées par les thyroïdites auto-immunes, le thyroïdite Hashimoto, les destructions structurales du thyroïde, notamment post-radiques, avec l'utilisation de plus en plus fréquente des radiothérapies et l'utilisation des radiations ionisantes dans les explorations médicales. Il existe aussi un tas d'autres étiologies, notamment l'infiltration amyloïdaire. Le tableau clinique ressemble aussi au tableau d'insuffisance cardiaque, puisque c'est des personnes souvent très dyspnéiques et intolérantes à l'effort, qui se présentent avec un œdème plus ou moins généralisé, une HTA de type diastolique, une fatigabilité importante et une intolérance au froid. Le CG de ces patients est extrêmement riche, puisqu'il peut révéler soit des bradycardies, soit un bas voltage, soit une inversion des ondes T, soit un allongement du QT, mais rarement on a constaté des torsades de pointe. Il existe parfois des phénomènes de bloc auriculo-ventriculaire de type premier degré et des troubles de conduction intraventriculaire. Ces troubles électriques sont attribués à des dépôts myxodémateux dans le myocardium. Ils sont aussi attribués à la diminution du tonus sympathique et un effet direct de la baisse des hormones thyroïdiennes sur le myocarde. Quant aux épanchements péricardiques, ils sont extrêmement fréquents parce qu'on multiplie les explorations cardiovasculaires. Dans certaines séries échographiques, cette prévalence des épanchements péricardiques frôle les 30%. Il s'agit souvent d'épanchements asymptomatiques de moyenne abondance. Très rarement, on a des tableaux de tamponnade qui nécessitent une évacuation rapide. Comme on a vu dans l'effet des hormones thyroïdiennes sur les métabolismes, les hypothyroïdies s'accompagnent d'une augmentation majeure du taux de LDL et de l'apolipoprotéine B. Il y a aussi une augmentation de l'homocystéine. L'augmentation du cholestérol et de l'homocystéine combinée à l'HTA diastolique, au phénomène inflammatoire et à la dysfonction endothéliale contribue à l'augmentation des maladies coronaires chez ces patients. Il faut dire aussi une petite mention spéciale pour les malades déjà connus coronariens et angoreux. La survenue d'hypothyroïdie s'accompagne paradoxalement d'une amélioration de la symptomatologie, ceci étant dû à une diminution du travail cardiaque, de l'inotropisme et de la consommation d'oxygène. La prise en charge thérapeutique des hypothyroïdies avec atteinte cardiaque passe par une hormonothérapie substitutive qu'on peut démarrer à pleine dose chez le sujet jeune, mais qu'il faut démarrer à petite dose chez les personnes âgées. Il faut démarrer à des doses de 25 à 50 microgrammes et augmenter progressivement sur une période étalée de 6 à 8 semaines. Qu'il faut savoir que le fait de démarrer cette hormonothérapie substitutive va augmenter le travail cardiaque, va augmenter la demande d'oxygène du cœur, ce qui peut déséquilibrer la maladie coronaire ou la faire révéler. Donc, très souvent, on a des phénomènes ischémiques myocardiques qui peuvent apparaître au cours du traitement substitutif, ce qui met le point sur l'intérêt d'associer systématiquement peut-être les bêta-bloqueurs avec le traitement hormonal substitutif. Chez les malades qui présentent un angor symptomatique instable, il faut vraiment démarrer à très très faible dose, à savoir un demi-comprimé de 25. Il faut y aller très progressivement parce qu'il existe un risque majeur d'exacerbation d'angor ou de survenue d'ACFA. Quand une revascularisation coronaire est envisagée associée à une hypothyroïdie, il vaut mieux différer l'hormonothérapie substitutive après la revascularisation de la maladie coronaire.
Un mot pour l'hypothyroïdie fruste. Elle est définie comme des taux anormalement élevés de TSH compris entre 5 et 20 unités par millilitre, alors que le taux d'hormones thyroïdiennes est normal, notamment la T4. Plusieurs dénominations dans la littérature, on parle d'hypothyroïdie fruste, infraclinique ou modérée. Pourquoi on en parle? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, une prévalence qui arrive jusqu'à 10% chez les femmes âgées. C'est souvent des phénomènes asymptomatiques qui s'accompagnent d'une augmentation de la cholestérolémie et des marqueurs inflammatoires et surtout qui génèrent un surrisque d'athérosclérose et de maladies coronaires. Non seulement ça, mais on a aussi prouvé que la prise en charge active de ces maladies réduit les phénomènes ischémiques, myocardiques et le risque cardiaque. Les recommandations européennes nous recommandent de séparer ces hypothyroïdies frustes en deux groupes. Le premier groupe dit hypothyroïdie fruste à TSH modérément élevé, c'est-à-dire le taux de TSH est compris entre 5 et 10. Et le deuxième groupe étant des hypothyroïdies frustes avec des TSH sévèrement élevés. Là, le taux de TSH est compris entre 10 et 20. Toutes les séries ont démontré l'existence d'une hypercholestérolémie significative chez ce genre de malade et l'existence aussi d'une véritable dysfonction endothéliale avec augmentation de la marqueur des marqueurs de cette dysfonction endothéliale. Il existe aussi une corrélation positive entre la présence d'une hypothyroïdie fruste et de l'insulinorésistance. Et c'est l'étude de Rotterdam qui, la première, a prouvé, et c'est une étude qui a porté sur plus de 1000 femmes âgées de 69 ans et plus, c'est elle qui a démontré une majoration du risque d'athérosclérose aortique qui sera multiplié par un facteur 1,7. Le risque d'infarctus a été multiplié par 2,3 et le risque, l'analyse multivariée de cette étude a démontré que cette hypothyroïdie fruste doit être considérée comme un facteur de risque à part entière de maladie cardiovasculaire, au même titre que l'HTA, que la consommation du tabac, que le diabète. Ces résultats ont été confirmés par des études ultérieures, où là, le risque maintenant, le surrisque de maladie coronaire est multiplié par un facteur de 1,65. Certaines études montrent des résultats un peu plus différents. Ceci est dû plutôt à un taux d'événement plus faible dans ce genre d'études. Mais en tout cas, maintenant, c'est confirmé, c'est démontré que cette hypothyroïdie fruste s'accompagne d'un surrisque d'athérosclérose et de maladies coronaires. Là aussi, plusieurs études ont démontré que la prise en charge active des hypothyroïdies frustes améliore la structure et la fonction myocardique à l'échographie. Elle améliore aussi la fonction diastolique avec une réduction du temps de relaxation isovolimique. Une étude anglaise qui a porté sur les médecins anglais a démontré que la prise en charge des hypothyroïdies frustes diminuait significativement l'incidence des cardiopathies ischémiques et de la mortalité cardiovasculaire. On en a terminé avec l'effet des pathologies cardiaques sur le cœur. On arrive à l'effet des maladies cardiaques sur les hormones thyroïdiennes. Alors, au cours des syndromes coronaires aigus, 20% des patients vont présenter un taux anormalement bas de la T3. Le pic de cette baisse est enregistré généralement au 4e, 5e jour après l'événement vasculaire. 30% des patients qui présentent une insuffisance cardiaque, là aussi, présentent un taux anormalement bas de l'hormone T3. La baisse de cette T3 a une influence pronostique négative puisqu'elle s'accompagne d'une augmentation significative de la mortalité cardiovasculaire. Ceci a poussé plusieurs auteurs à émettre l'hypothèse d'un effet éventuellement bénéfique de l'adjonction systématique des hormones thyroïdiennes à l'arsenal thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. Les études sont en cours. Il n'y a pas de recommandation claire à ce niveau. On en arrive à l'amiodarone et la thyroïde. Pour vous rappeler qu'il existe des similarités structurelles importantes entre l'amiodarone
et les hormones thyroïdiennes. Ils comprennent tous un noyau hexagonal riche en iode. Outre cette ressemblance structurelle, il faut savoir que l'amiodarone est extrêmement riche en iode, puisque 30% de la masse de l'amiodarone est faite par un iode. Donc, notre comprimé de 200 mg, il comprend 60 mg d'iode. Et enfin, il est clairement démontré actuellement que l'amiodarone va inhiber la diodinase, l'hormone qui va transformer la TK33, autrement dit, la forme inactive à la forme active de l'hormone thyroïdienne. L'utilisation prolongée de l'amiodarone, situation très fréquente chez nous, peut engendrer différents types de dysfonctions thyroïdiennes. Il peut s'agir d'hypothyroïdie qui est présente dans 5 à 25% des patients traités ou d'hyperthyroïdie qui est présente dans 2 à 10%. Dans l'hypothyroïdie induite par l'amiodarone, cette hypothyroïdie elle est générée par un effet inhibiteur de cette surcharge iodée sur la synthèse des hormones thyroïdiennes par la thyroïde. Elle se voit essentiellement chez les gens qui ont déjà une anomalie préexistante de la thyroïde, notamment les patients qui ont été déjà pris en charge pour un Hashimoto. Quand la TSH reste anormalement élevée malgré la réduction du taux de cordarone, on peut être amené à prescrire une hormonothérapie substitutive. Quant à l'hyperthyroïdie induite par l'amiodarone, il en existe deux types. Le type 1, c'est une hyperthyroïdie induite par un apport excessif en iode. Vous voyez que l'apport excessif peut être à la fois inhibiteur et stimulateur de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Elle se voit essentiellement chez les patients qui ont déjà un trouble thyroïdien préexistant, à savoir un goitre nodulaire ou une maladie de base d'eau latente. Elle se voit aussi surtout dans les régions où il y a un apport faible en iode. Le deuxième type de l'hyperthyroïdie induite par l'amiodarone, ce sont des tableaux d'inflammation aiguë, c'est des tableaux de thyroïdite qui sont dus à un effet cytotoxique direct de l'amiodarone sur le myocarde, caractérisés par une libération des hormones thyroïdiennes importantes et transitoires qui peut occasionner des tableaux de thyrotoxicose. Mais dans la vraie vie, la distinction entre le type 1 et le type 2 est plutôt difficile. Quelques éléments cliniques permettent un peu de séparer les deux, notamment quand il existe des syndromes, des signes d'inflammation clinique ou des marqueurs inflammatoires élevés ou l'absence d'augmentation de la glande thyroïde à l'échographie. C'est des éléments plutôt en faveur du type 2 de l'hyperthyroïdie induite par l'amiodarone. Juste pour récapituler les choses, pour les hyperthyroïdies induites par l'amiodarone, le type 1 se voit surtout chez les patients qui présentent une anomalie préexistante de la thyroïde, à savoir un goitre nodulaire ou une maladie de base d'eau latente, alors que dans le type 2, il n'existe pas d'anomalie préexistante. Que le type 1 survient généralement assez rapidement, dans les 3 mois qui suivent l'instauration du traitement par l'amiodarone, alors que le type 2 survient généralement très tardivement, après plusieurs années de traitement par l'amiodarone. Que dans les deux cas, il existe une hypofixation de l'iode radioactif, que dans le type 2, il n'existe pas d'augmentation du volume de la thyroïde, alors qu'on peut voir une augmentation du volume ou un goitre dans le type 1. La vascularisation à l'échographie est plutôt augmentée dans le type 1 et absente dans le type 2. Le ratio T4-T3 est inférieur à 4 dans le type 1 et plutôt supérieur à 4 dans le type 2. Les anticorps antithyroïdiens sont souvent absents dans le type 2 et peuvent être présents dans le type 1. Le taux d'interleukine 6 est anormalement élevé dans le type 2 alors qu'il est normal dans le type 1. La prise en charge, elle repose d'abord sur l'utilisation des antithyroïdiens de synthèse dans le type 1, dans le type 1 et il n'est pas efficace dans le type 2, alors que dans le type 2, on aura plutôt recours aux corticoïdes. Et dans les deux situations, on est toujours amené à utiliser les bêta-bloqueurs pour éliminer les palpitations et les tachycardies adjacentes. Mais dans la vraie vie, on a dit que la distinction entre le type 1 et le type 2 est souvent très difficile. Et une approche pragmatique consiste à démarrer en même temps les antithyroïdiens de synthèse et des corticoïdes. Si on a une réponse rapide en moins de 2 semaines,
il s'agit plutôt d'un type 2. Et dans ce cas, on va arrêter les antithyroïdiens de synthèse et maintenir les corticoïdes. Alors que si la réponse est plutôt ralentie ou lente, c'est plutôt en faveur du type 1. Et dans ces situations, on va arrêter les corticoïdes pour poursuivre les antithyroïdiens de synthèse. Et dans tous les cas, il faut utiliser le potassium, le perchlorate de potassium pour diminuer la capture de l'iode par la thyroïde. Juste une mention pour dire que au cours de ces hyperthyroïdies induites, le fait de continuer à prendre l'amiodarone est plutôt bénéfique parce qu'il va inhiber la cardioversion de T4 en T3, parce qu'il va saturer les récepteurs adrénergiques et les récepteurs de T3. Et donc, pour l'instant, dans ces hyperthyroïdies induites, il n'est pas indiqué d'arrêter immédiatement l'amiodarone. Il faut la poursuivre jusqu'à obtenir le thyroïdie. C'est là où on est autorisé à arrêter la thyroïde. Donc, on ne se précipite pas pour arrêter la thyroïde au début. On la maintient jusqu'à retrouver un état de T3 normal. On en arrive aux recommandations. Les plus récentes que j'ai trouvées, ce sont des recommandations américaines publiées dans l'ATA et dans Circulation en 2019. Les premières recommandations concernent le recours au dosage des hormones thyroïdiennes, la TSH, qui doit être systématique dans un premier épisode d'ACFA, qui doit être systématique à la prise en charge initiale des insuffisances cardiaques dans les cardiomyopathies dilatées. Le dosage des hormones thyroïdiennes doit être systématiquement fait avant l'instauration du traitement par l'amiodarone, chose qu'on fait parfois très rarement. Et il faut le refaire 1 mois, 3 mois après, et puis tous les 6 mois. Dans les hypothyroïdies, quand il existe une maladie coronaire ou un angor, il faut démarrer à très très faible dose. Quand les malades n'arrivent pas à tolérer les pleines doses dans l'hypothyroïdie clinique, il faut passer à l'exploration, à la coronarographie, parce que très souvent, ça s'accompagne de sténose coronarienne significative. La prise en charge des hypothyroïdies frustes, quand le taux de TSH est compris entre 10 et 20, il faut démarrer un traitement substitutif. Quand le taux de TSH est compris entre 5 et 10 et les bas, là, il faut discuter au cas par cas. Pour les patients qui présentent une cardiopathie sous-jacente ou un risque cardiovasculaire important, c'est plutôt en faveur d'une hormonothérapie substitutive. Pour les autres patients, c'est plutôt une surveillance. Quant à l'hypothyroïdie induite par l'amiodarone, le traitement substitutif est indiqué à chaque fois que le taux de TSH reste élevé, mais chez le sujet âgé, il faut discuter au cas par cas. La prise en charge des hyperthyroïdies induites par l'amiodarone est urgente. Elle doit être instaurée en milieu hospitalier. On a dit en fonction du type, le type 1 ou 2, ou quand on ne sait pas, on démarre les deux, l'antithyroïdien de synthèse et les corticoïdes. En guise de conclusion, je vous rappelle, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais dans 5 jours, on va célébrer la journée mondiale de la thyroïde. Et dans plusieurs contrées, les pathologies thyroïdiennes n'est plus annexée à l'endocrinologie, mais c'est une pathologie à part entière. On en rassemble les compétences, puisqu'on fait appel aux compétences des endocrinos, des ORL, des radiologues, des anapathes, des cardiologues. Et c'est une pathologie qui mérite largement la concordance de ces compétences. Et je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Dr Darif, pour cette intéressante communication qui suscitera probablement beaucoup de questions. Comme convenu, on laissera les questions pour les deux communications après la communication du professeur Alami, que j'ai l'honneur de présenter. Il faut attendre vraiment de présenter le professeur Alami.